Je m'appelle Nick Harland, et je pensais connaître ma femme. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au 15e étage du siège étincelant de Meridian Tech, et j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Vous connaissez ce sentiment quand vous entrez dans une pièce et que tout le monde s'arrête de parler? Ouais, c'était exactement ça. Sauf que personne n'a eu la décence d'avoir l'air embarrassé. J'avais passé la matinée à organiser cette surprise. 2 billets pour Paris nichés dans la poche de ma veste. Des réservations au Lonvure pour ce soir. Et ces ridicules roses rouges qu'Élise prétendait toujours adorer. Après 18 ans de mariage, je pensais l'avoir cerné. Je me trompais spectaculairement sur ce point. Nick. Brianna Chen, une des collègues d'Élise, a presque couiné mon nom. Son visage avait pris la couleur du lait tourné. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je viens faire une surprise à ma femme pour la Saint-Valentin, » ai-je dit en brandissant le bouquet. « Est-ce qu'elle est dans son bureau ?» Le silence s'est étiré comme un élastique sur le point de claquer. Une vingtaine de visages me fixaient avec des expressions allant de la pitié à un amusement à peine dissimulé. Paul Martinez, le commère du bureau qui avait toujours léché les bottes d'Élise, a même reculé d'un pas. Nick, a répété Brianna, sa voix plus douce maintenant. Peut-être que tu devrais. Le voilà, a tonné la voix de Victor Crane à travers l'open space. Le PDG lui-même marchait vers moi à grandes enjambées, les bras grands ouverts comme si nous étions de vieux amis, ce que nous n'étions pas. J'avais rencontré ce type peut-être 3 fois lors de fêtes d'entreprise, et chaque fois, il m'avait semblé être le genre de personne qui s'entraîne à serrer la main devant le miroir. Victor, ai-je hoché la tête, confus par sa soudaine amabilité. Est-ce qu'Élise est là? Je voulais lui faire une surprise. Oh, elle va être surprise, ça c'est sûr, a dit Victor, et quelque chose dans son ton m'a noué l'estomac. Il souriait, mais c'était le genre de sourire qu'on voit sur un requin juste avant qu'il ne morde. C'est là que je l'ai vue. Élise est sortie de la salle de conférence, et elle était éblouissante. Ses cheveux sombres étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable, et elle portait cette robe bleue que je lui avais achetée pour Noël. Mais ce n'est pas son apparence qui m'a glacé le sang. C'était l'énorme bague en diamant à sa main gauche. Une bague qui n'était absolument pas la modeste alliance que je lui avais offerte il y a 18 ans. Félicitations, a crié quelqu'un de l'autre côté du bureau. C'est pour quand le mariage, a lancé une autre voix. Les yeux d'Élise ont croisé les miens à travers la pièce, et j'ai vu son visage passer par environ 6 émotions différentes en l'espace de 2 secondes. Le choc, la culpabilité, le défi, et enfin quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Victor s'est approché d'elle et, là, devant Dieu et tout le monde, l'a attirée dans un baiser qui a duré environ 10 secondes de trop pour un cadre professionnel. Quand ils se sont séparés, il a gardé son bras autour de sa taille de manière possessive. Tout le monde, a annoncé Victor, sa voix portant facilement à travers le bureau soudainement silencieux. Je veux que vous sachiez tous qu'Élise a fait de moi l'homme le plus heureux du monde en acceptant de devenir ma femme. Les applaudissements ont commencé lentement, puis ont atteint un crescendo. Quelqu'un a fait sauter le bouchon d'une bouteille de champagne. Brianna s'est mise à pleurer des larmes de joie, et moi, je suis resté là, tenant pour $200 de roses, me sentant comme si j'avais été percuté par un train de marchandises. Nick. La voix d'Élise était à peine plus qu'un murmure, mais je l'ai entendue clairement. Elle s'est détachée de Victor et marchait vers moi, ses talons claquant sur le sol en béton poli. Félicitations, ai-je dit, surpris de la fermeté de ma propre voix. C'est pour quand le grand jour, Nick? Je peux t'expliquer. Ah oui? J'ai regardé à nouveau la bague. Elle était énorme. Probablement plus chère que mon camion. Parce que d'où je suis, ça me paraît assez explicite. Victor est apparu à l'épaule d'Élise, arborant toujours ce sourire de requin. Nick, c'est ça? Élise m'a tellement parlé de vous. Vraiment? J'ai passé le bouquet dans ma main gauche et j'ai tendu la droite. Victor l'a serré, sa poigne juste un peu trop ferme, tenue juste un peu trop longtemps. C'est drôle, elle ne vous a jamais mentionné. La couleur a quitté le visage d'Élise. Nick, s'il te plaît. Pas ici. Pourquoi pas ici? J'ai regardé la foule de visages qui observaient notre petit drame se dérouler. On dirait que tout le monde est déjà au courant. Apparemment, je suis le dernier à recevoir le mémo. Ce n'est pas comme ça, a dit Élise, mais sa voix manquait de conviction. C'est comment,
alors, ai-je demandé. Parce qu'il semblerait que ma femme vienne de se fiancer à un autre homme alors qu'elle est toujours mariée avec moi. Mais bon, peut-être que j'interprète mal la situation. Paul Martinez avait sorti son téléphone, enregistrant probablement toute la scène pour les réseaux sociaux. Brianna pleurait toujours, mais cela ressemblait plus à des larmes de gêne maintenant. Le champagne avait cessé de couler. Victor s'est placé légèrement devant Élise, un geste protecteur qui m'a fait serrer la mâchoire. Écoutez, Nick, je sais que c'est gênant. Gênant? J'ai ri, et le son est sorti plus dur que je ne l'avais prévu. Ma femme qui se fiance à son patron lors de la fête de la Saint-Valentin de son bureau pendant que je suis là avec des fleurs, c'est gênant. Non, Victor. Gênant, c'est quand on entre accidentellement dans les mauvaises toilettes. Ça, c'est tout autre chose. Il faut qu'on parle, a dit Élise. En privé. Vraiment? Je l'ai regardé longuement. Je l'ai vraiment regardé. La femme que j'avais épousée, la mère de mon fils, la personne à qui j'avais tout confié. Tu sais quoi, Élise? Je pense que tu as dit tout ce que j'avais besoin d'entendre. Je me suis approché du bureau le plus proche et j'y ai déposé le bouquet. Les roses semblaient ridicules sur la surface blanche et épurée, comme une éclaboussure de sang sur de la neige fraîche. Nick, attends, m'a appelé Élise, mais je marchais déjà vers l'ascenseur. Les portes se sont ouvertes immédiatement, comme si l'univers me faisait une faveur pour une fois. En entrant et en me retournant, j'ai vu tout le bureau me regarder. Des larmes coulaient sur les joues d'Élise. Victor semblait mal à l'aise pour la première fois depuis mon arrivée, et tous les autres avaient l'air soulagés que le spectacle soit terminé. Profitez bien de la fête, ai-je dit alors que les portes se fermaient. L'ascenseur est descendu en silence, et j'ai sorti mon téléphone. 18 appels manqués de Jem, mon fils de 16 ans. Il m'avait envoyé des textos toute la matinée, me demandant si j'étais sûr de vouloir surprendre maman au travail. Gamin intelligent. Plus intelligent que son vieux père, apparemment. Je l'ai rappelé en traversant le hall. Papa. La voix de Jem était tendue d'inquiétude. Ça va? J'ai essayé de t'appeler. Je vais bien, mon fils. Je quitte juste le bureau de ta mère. Comment ça s'est passé? J'ai poussé les portes vitrées pour sortir dans le froid de février. Le ciel avait la couleur du béton vieilli, et il y avait de la gadoue partout à cause de la neige du matin. Un temps parfait pour le pire jour de ma vie. Eh bien, ai-je dit, ta mère va se marier. Quoi? Papa, ça n'a aucun sens. Elle est déjà mariée avec toi. Ouais, ai-je dit en sortant mes clés de ma poche. C'est ce que je pensais aussi. Je suis monté dans mon camion et j'ai démarré le moteur. Mon téléphone vibrait déjà de notifications, de textos, d'appels manqués, de messages Facebook. La nouvelle se répandait vite. Mais je n'étais pas encore prêt à gérer tout ça. À la place, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à annuler des choses. Le voyage à Paris, les réservations au restaurant, les cartes de crédit communes, les virements automatiques sur nos comptes joints. Le temps de rentrer à la maison, j'avais annulé tout ce qui me liait financièrement à Élise Arland. Tout sauf la maison, et je m'occupais de ça aussi. Mon téléphone a sonné. Élise. J'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Il a sonné à nouveau immédiatement, puis encore. Au 4e appel, j'ai répondu. Quoi? Nick, s'il te plaît, tu dois me laisser t'expliquer. Expliquer quoi? Que tu me trompes avec ton patron, que tu t'es fiancé à un autre homme alors que tu es encore marié avec moi, que tu m'as humilié devant tout ton bureau? Ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple que ça. J'étais maintenant assis dans mon allée, fixant la maison que nous avions achetée ensemble il y a 12 ans. La maison où nous avions élevé notre fils, où nous avions planifié notre avenir, où je pensais que nous étions heureux. Je l'aime, Nick. Ces 4 mots m'ont frappé plus durement que tout ce qu'elle aurait pu dire. Pas, je suis désolé, ou, j'ai fait une erreur, ou même, je n'ai jamais voulu que tu la prennes comme ça. Je l'aime. Depuis combien de temps, ai-je demandé? Silence. Depuis combien de temps, Élise? 6 mois. 6 mois. Pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour monter mon entreprise de construction, pendant que je planifiais des surprises romantiques, pendant que je vivais ma vie comme si tout était normal,
ma femme vivait une vie complètement différente avec un autre homme. Les papiers du divorce seront prêts lundi, ai-je dit. Nick, attends. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. La voiture de Jem était dans l'allée. Il était rentré de l'école. Il avait probablement séché son dernier cours quand il n'arrivait pas à me joindre. Bon gamin. Il méritait mieux que de voir sa famille imploser le jour de la Saint-Valentin. Je l'ai trouvé dans la cuisine en train de faire ses devoirs au comptoir comme si c'était un jour comme un autre. Mais je pouvais voir la tension dans ses épaules, la façon dont il serrait son crayon trop fort. Salut, papa. Il n'a pas levé les yeux de ses problèmes de maths. Salut, toi. Je me suis assis en face de lui. Il faut qu'on parle. Il a levé les yeux et j'ai vu mon reflet dans ses yeux sombres. Les mêmes yeux qui me regardaient avec une confiance inconditionnelle. J'espérais que cela ne changerait pas après aujourd'hui. Maman va vraiment se marier avec quelqu'un d'autre? On dirait bien. Vous allez divorcer? Oui. Jem a hoché la tête lentement, comme s'il s'attendait à cette réponse. Est-ce que ça va? Est-ce que ça allait? Ma femme depuis 18 ans venait de m'humilier publiquement de la manière la plus spectaculaire qui soit. Mon mariage était terminé. Ma famille était brisée. Mon fils me regardait comme si je pouvais m'effondrer à tout moment. Mais assis là, dans ma cuisine, en regardant la seule personne au monde qui se souciait encore de moi, j'ai réalisé quelque chose de surprenant. J'étais en colère. Furieux, en fait. Mais je n'étais pas brisé. Je vais m'en sortir, ai-je dit à Jem. Nous deux. Et pour la première fois depuis que j'étais entré dans ce bureau, je le pensais. Mon téléphone vibrait sans arrêt depuis 3 heures. 47 appels manqués, 32 messages textes et assez de notifications Facebook pour faire planter un serveur. J'ai coupé la sonnerie, mais l'écran continuait de s'allumer comme une lumière stroboscopique toutes les quelques secondes. Jem faisait semblant de faire ses devoirs, mais je pouvais dire qu'il me surveillait du coin de l'œil, attendant de voir si son vieux père allait avoir une dépression nerveuse complète ou faire un trou dans le mur. Aucun des deux, en fin de compte. Au lieu de ça, je faisais quelque chose de bien plus thérapeutique, je démantelais systématiquement 18 ans de finances communes avec la précision froide d'un chirurgien. Papa. Jem a finalement abandonné le prétexte d'étudier l'algèbre. Qu'est-ce que tu fais? Je m'occupe des affaires. Je n'ai pas levé les yeux de mon écran d'ordinateur portable. Savais-tu que ta mère utilisait notre carte de crédit commune pour acheter des cadeaux à son petit ami? Des cadeaux chers. Très chers. J'ai tourné l'écran vers lui. Le relevé de carte de crédit montrait des frais dans des bijouteries, des restaurants haut de gamme, une escapade d'un week-end dans un complexe hôtelier chic au nord de l'État. Tout cela au cours des 3 derniers mois, tout en me disant que nous devions réduire les dépenses du ménage. La mâchoire de Jem s'est crispée. Elle lui a acheté des trucs avec ton argent. Notre argent, ai-je corrigé, mais plus maintenant. J'avais déjà transféré les comptes de mon entreprise dans une autre banque, changé les mots de passe de tout, annulé les cartes de crédit, retiré Élise comme bénéficiaire de mon assurance vie. C'était incroyable de voir à quel point on pouvait dénouer une vie commune avec quelques clics de souris et quelques appels téléphoniques. Mon téléphone s'est à nouveau allumé. Cette fois, c'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Nick Harland. Monsieur Harland, ici David Chen de la First National. Je vous appelle au sujet des irrégularités dans l'activité de votre compte aujourd'hui. Quel genre d'irrégularité? Eh bien, monsieur, vous avez effectué plusieurs transferts importants et fermetures de comptes en très peu de temps. Notre système de détection de fraude l'a signalé comme une activité potentiellement suspecte. J'ai failli rire. Ce n'est pas de la fraude, David. C'est un divorce. Oh. Il y eut une pause. Je vois. Eh bien, dans ce cas, y a-t-il autre chose que nous puissions faire pour vous aujourd'hui? En fait, oui. J'ai besoin de savoir comment retirer quelqu'un d'un prêt immobilier commun. Je peux vous transférer à notre service des prêts immobiliers. Ce serait super. Pendant que j'étais en attente, Jem est venu s'asseoir à côté de moi. Papa, je peux te dire quelque chose? Toujours. Je savais pour maman et ce type. Je l'ai regardé vivement. Comment ça, tu savais? Je les ai vus ensemble il y a environ 2 mois. J'étais au centre commercial avec des amis et j'ai vu maman déjeuner avec ce type plus âgé.
Ils se tenaient la main et tout. Le visage de Jem était rouge d'embarras. J'ai pensé que c'était peut-être juste un ami ou quelque chose comme ça, mais la façon dont ils se regardaient. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je ne savais pas quoi dire, et j'espérais me tromper. Il a fixé ses mains. Je suis désolé, papa. J'aurais dû dire quelque chose. Non. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis tourné pour lui faire face complètement. Tu n'aurais pas dû avoir à dire quoi que ce soit. Ce n'était pas ta responsabilité, Jem. C'était entre ta mère et moi. Mais si je te l'avais dit, tu l'aurais découvert il y a 2 mois au lieu d'aujourd'hui. Le résultat final aurait été le même. Mon téléphone a recommencé à sonner. Élise, pour la 20e fois. Cette fois, j'ai répondu. Que veux-tu, Élise? Nick, Dieu merci. J'essaie de te joindre depuis des heures. J'étais occupé. Écoute, je sais que tu es en colère. En colère? Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. Notre voisine, Madame Patterson, promenait son chien, comme elle le faisait tous les jours à 17 heures. La vie normale, qui continuait comme si de rien n'était. En colère ne commence même pas à décrire ce que je ressens. Pouvons-nous s'il te plaît parler en personne? De quoi? De la façon dont tu couches avec ton patron depuis 6 mois pendant que je me tue au travail pour subvenir aux besoins de notre famille. De la façon dont tu t'es fiancé à un autre homme alors que tu es toujours marié avec moi? De la façon dont tu m'as humilié devant tout ton bureau? Je n'ai jamais voulu que tu la prennes comme ça. Comment voulais-tu que je la prenne? Avais-tu l'intention de me le dire un jour, ou allais-tu simplement me laisser le découvrir quand les papiers du divorce arriveraient? Silence. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit. Victor veut te rencontrer. Victor peut aller au diable. Nick, s'il te plaît. Il se sent très mal de la façon dont ça s'est passé. Il se sent très mal. J'ai ri, et le son était amer. Ton petit ami se sent très mal d'avoir été surpris en train d'humilier publiquement un autre homme. Quelle noblesse de sa part. Ce n'est pas seulement mon petit ami. C'est mon fiancé. Tant que tu es encore marié avec moi, c'est ton petit ami, et tu es toujours une femme adultère. Ne m'appelle pas comme ça. Pourquoi pas? C'est ce que tu es. Je pouvais l'entendre pleurer maintenant, mais je ne ressentais rien. Pas de sympathie, pas d'envie de la réconforter, pas d'instinct de m'excuser d'avoir été dur. Cela m'a surpris. Après 18 ans de mariage, mon premier instinct avait toujours été de la faire se sentir mieux quand elle était contrariée. Plus maintenant. Je veux la moitié de tout, a-t-elle dit soudainement. Pardon? Dans le divorce. Je veux la moitié de la maison, la moitié de ton entreprise, la moitié des comptes d'épargne. J'y ai droit. Et voilà. La vraie Élise, celle avec qui j'avais apparemment été marié tout ce temps sans le savoir. Pas la femme au cœur brisé qui avait fait une erreur, mais la personne calculatrice qui planifiait déjà comment profiter de sa trahison. Tu n'as droit à rien, ai-je dit doucement. Ce n'est pas comme ça que le divorce fonctionne dans cet état, Nick. Je connais mes droits. Et toi, les connais-tu? Parce que j'ai fait quelques recherches cet après-midi, et il s'avère que l'infidélité est toujours un motif de divorce pour faute dans cet état, ce qui signifie que tu n'as peut-être pas autant de droits que tu le penses. Un autre silence. Tu ne peux pas prouver l'infidélité. Ah non? J'ai rouvert les relevés de cartes de crédit sur mon ordinateur. Dîner romantique, chambre d'hôtel, achat de bijoux, tout documenté, tout payé avec les fonds matrimoniaux. De plus, je suis sûr que tes collègues seraient ravis de témoigner sur ta relation avec Victor, surtout après la petite performance d'aujourd'hui. Nick. De plus, je parie que Victor n'est pas le premier. Une femme ne devient pas aussi douée pour mentir du jour au lendemain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais engager un détective privé et que nous allons examiner de très près tes activités des dernières années. Chaque nuit tardive au bureau, chaque voyage d'affaires, chaque week-end entre filles dont je n'ai jamais entendu parler après. Tu es paranoïaque. Vraiment? Parce qu'en ce moment, je me demande si tout ce que tu m'as dit au cours des 5 dernières années était vrai. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé mon avocat. Mike Rodriguez, a-t-il répondu à la deuxième sonnerie. Mike, c'est Nick Harland. Je dois demander le divorce. Bon sang, Nick,
Que s'est-il passé? Je lui ai donné la version courte. Mike a sifflé doucement quand j'ai fini. Elle s'est fiancée à un autre type alors qu'elle était encore mariée avec toi? En public? Devant tout son bureau? Eh bien, ça va rendre les choses plus faciles. Infidélité, humiliation publique, dissipation des biens matrimoniaux. On peut travailler avec ça. Combien de temps ça va prendre? Ça dépend de sa volonté de coopérer. Si elle se bat, ça pourrait prendre 1 an ou plus. Si elle est intelligente et règle ça rapidement, peut-être 6 mois. Je la veux hors de la maison. Je peux demander la jouissance exclusive du domicile conjugal. Étant donné les circonstances, nous l'obtiendrons probablement. Fais-le. Nick, je dois te demander. Tu es sûr de ça? Parfois, les gens font des choses stupides, mais ça ne veut pas dire que le mariage est terminé. Si tu penses qu'il y a une chance. Il n'y a aucune chance, Mike. Après avoir raccroché, Jem m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de l'admiration. Tu vas vraiment la mettre dehors? C'est ma maison, Jem. Je l'ai achetée. Je paie l'hypothèque, et je ne vais pas me laisser chasser de ma propre maison parce que ta mère a décidé de faire exploser notre famille. Et moi? Où est-ce que je vais vivre? La question m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Dans toute ma colère et ma planification, je n'avais pas pensé à la bataille pour la garde qui s'annonçait. Élise se battrait pour Jem, non pas parce qu'elle le voulait particulièrement, mais parce qu'elle voudrait me faire du mal. Tu vivras où tu veux vivre, ai-je dit. Tu as 16 ans. Le tribunal écoutera ta préférence. Je veux rester avec toi, même si ça veut dire changer d'école. Si ta mère emménage avec Victor, elle voudra peut-être t'emmener avec elle. Jem a secoué la tête fermement. Je ne vais pas vivre avec ce type et je ne vais pas te laisser seul. Gamin intelligent. Trop intelligent pour son propre bien, peut-être. Mon téléphone a vibré avec un message texte, pas d'Élise cette fois, mais d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'est Victor. Il faut qu'on parle. J'ai montré le message à Jem, qui a levé les yeux au ciel. Qu'est-ce que tu vas lui dire? J'y ai réfléchi un instant, puis j'ai tapé en réponse, non, pas du tout. La réponse est venue immédiatement. Je pense que si. Il y a des choses que vous ne comprenez pas sur la situation. Comme quoi? Comme le fait qu'Élise est malheureuse depuis des années. Comme le fait que votre mariage est terminé depuis longtemps, que vous vouliez l'admettre ou non. J'ai fixé le message, sentant ma mâchoire se crisper. Ce fils de pute allait me faire la morale sur mon propre mariage. Vous ne savez rien de mon mariage. J'en sais plus que vous ne le pensez. Élise m'a tout dit. Vraiment? Vous a-t-elle dit qu'elle utilisait les fonds matrimoniaux pour vous acheter des cadeaux? Vous a-t-elle dit qu'elle me mentait depuis des mois pendant que je subvenais à son style de vie? Vous a-t-elle dit qu'elle s'est fiancée à vous alors qu'elle était encore mariée avec moi? Elle m'a dit que vous étiez émotionnellement distant depuis des années, que vous travailliez tout le temps et ne lui prêtez jamais attention. Qu'elle se sentait seule et insatisfaite. J'ai montré les messages à Jem, qui avait l'air dégoûté. N'importe quoi, a-t-il dit. Tu travailles dur pour prendre soin de nous et tu as toujours fait attention à maman. C'est elle qui était toujours trop occupée avec le travail ou ses amis ou je ne sais quoi. La vérité sort de la bouche des enfants. J'ai tapé en réponse, si elle était si malheureuse, elle aurait dû demander le divorce au lieu de tromper. Ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple que ça. Les adultes communiquent. Les enfants se cachent et mentent. Vous êtes déraisonnable. Je suis honnête. Il y a une différence. Écoutez, j'essaie de gérer ça en gentleman, mais si vous allez rendre les choses difficiles. Vous allez quoi? Me menacer? C'est vous qui couchez avec la femme d'un autre homme. Ce n'est pas moi le méchant ici. Retrouvons-nous demain soir, 19h, au Riverside Grill. On peut régler ça comme des adultes. J'ai fixé le message pendant un long moment. Chaque instinct me disait de ne pas m'engager, de laisser mon avocat tout gérer, d'éviter toute situation qui pourrait empirer les choses. Mais une autre partie de moi, celle qui avait été humiliée devant 20 inconnus cet après-midi, voulait regarder Victor Crane dans les yeux et lui dire exactement ce que je pensais de lui. Papa. Jem me regarder attentivement. À quoi tu penses? Je pense que le petit ami de ta mère veut me rencontrer demain soir. Tu vas y aller?
Je ne devrais pas, mais tu vas y aller quand même? Probablement. J'ai ma souris. Je peux venir avec toi. Absolument pas, allez, papa. Je veux te voir démolir ce type. Je ne vais démolir personne. Je vais juste avoir une conversation. C'est ça, a dit Jem, mais il souriait toujours. J'ai regardé à nouveau mon téléphone. Victor attendait une réponse. Contre toute attente, j'ai tapé, d'accord, 19 heures. Mais ça a intérêt à valoir mon temps. Ce sera le cas. J'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé Jem. Ta mère va être très en colère quand elle saura que je le rencontre. Bien, a dit Jem. Elle mérite d'être en colère. Gamin intelligent. Définitivement trop intelligent pour son propre bien. Mais il avait raison sur une chose. Élise méritait d'être en colère. Elle méritait beaucoup de choses, et je ne faisais que commencer à les lui donner. Le Riverside Grill était le genre d'endroit qui essayait trop d'être chic sans vraiment y parvenir. De faux lambris, un éclairage tamisé censé être romantique mais qui donnait juste un air sale à tout, et une carte des vins qui n'avait probablement pas été mise à jour depuis l'administration Clinton. L'endroit parfait pour une conversation que je ne voulais pas avoir avec un homme que je méprisais déjà. Victor était déjà là quand je suis arrivé, assis à une table dans un coin avec un verre de ce qui ressemblait à un scotch cher. Il avait troqué ses vêtements de travail pour un jean foncé et un pull en cachemire qui coûtait probablement plus cher que la mensualité de la voiture de la plupart des gens. Tout en lui criait l'argent et le privilège, de ses cheveux parfaitement coiffés à ses chaussures en cuir italien. J'avais mis mes bottes de travail et une chemise en flanelle, en partie parce que je venais directement d'un chantier et en partie parce que je savais que ça l'agacerait. Nick. Il s'est levé quand je me suis approché de la table, tendant la main comme si nous étions de vieux amis se retrouvant pour un verre. J'ai ignoré la poignée de main et je me suis assis en face de lui. Mettons une chose au clair, ai-je dit. Nous ne sommes pas amis. Nous ne sommes pas collègues. Vous êtes l'homme qui couche avec ma femme, et je suis le mari que vous avez trahi. Alors, sautons les politesses et passons à ce que vous voulez dire. Le sourire de Victor a légèrement vacillé, mais il s'est vite repris. Très bien. J'apprécie votre franchise. J'en doute. Une serveuse est apparue à notre table, probablement dans la vingtaine, avec le genre de gaieté forcée qui suggérait qu'elle travaillait pour les pourboires, pas pour le plaisir. Je peux vous servir quelque chose à boire, messieurs. Un scotch, ai-je dit. Ce que vous avez qui n'est pas hors de prix. La même chose, a dit Victor, bien qu'il ait déjà un verre plein. Quand la serveuse est partie, Victor s'est adossé à sa chaise et m'a étudié comme si j'étais un problème qu'il essayait de résoudre. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, a-t-il dit finalement. À quoi vous attendiez-vous? Quelqu'un de plus âgé, de plus usé. Élise vous a décrit comme quelqu'un qui avait renoncé à la vie. Élise dit beaucoup de choses. La plupart ne sont pas vraies. Elle dit que vous travaillez constamment, que vous ne passez plus de temps avec elle. Je travaille dur pour subvenir aux besoins de ma famille. C'est ce que font les maris. Vraiment? Ou est-ce ce que vous faites pour éviter de faire face aux problèmes à la maison? La serveuse est revenue avec mon scotch. J'ai pris une gorgée et j'ai laissé la question de Victor en suspens un instant. Vous voulez savoir quels étaient les problèmes à la maison, ai-je dit finalement. Ma femme me trompait avec son patron. C'était ça le problème. Tout le reste n'était que des symptômes. La tromperie a commencé parce qu'elle se sentait seule. La tromperie a commencé parce qu'elle est égoïste et malhonnête. La mâchoire de Victor s'est crispée. Vous ne la connaissez pas comme moi. Je suis marié avec elle depuis 18 ans. Depuis combien de temps la connaissez-vous? 8 mois. 8 mois. J'ai ri. Et en 8 mois, vous pensez la comprendre mieux que moi. Je comprends ce dont elle a besoin. Ce dont elle a besoin, c'est d'un avocat spécialisé en divorce, parce que c'est ce qu'elle va obtenir. Victor a pris une longue gorgée de son scotch et je pouvais le voir essayer de contrôler sa colère. Bien. Je le voulais en colère. Les gens en colère font des erreurs. Écoutez, a-t-il dit, je ne vous ai pas demandé de venir ici pour nous disputer sur qui connaît le mieux Élise. Je vous ai demandé de venir parce que je veux rendre cela aussi indolore que possible pour toutes les personnes impliquées. Indolore pour qui? Pour vous? Parce que c'est déjà assez douloureux pour moi. Pour nous tous, y compris votre fils.
La mention de j'aime a fait monter ma tension artérielle. Laissez mon fils en dehors de ça. Il va être affecté par la façon dont nous gérons cette situation. Si vous et Élise pouvez parvenir à un accord à l'amiable. Il n'y a pas de nous dans cette situation. Il y a moi. Il y a ma femme infidèle. Et il y a vous, l'homme avec qui elle me trompe. J'aime ira bien parce qu'il va vivre avec moi. Vous en êtes sûr? Quelque chose dans son ton m'a fait le regarder plus attentivement. Qu'est-ce que ça veut dire? Élise est une bonne mère. Elle aime j'aime. Elle a une drôle de façon de le montrer. Faire exploser sa famille le jour de la Saint-Valentin ne me semble pas particulièrement maternel. Elle n'avait pas prévu que ça se passe comme ça. Comment avait-elle prévu que ça se passe? Allait-elle attendre après son diplôme, après l'université? Quand exactement prévoyait-elle de me dire qu'elle menait une double vie? Victor n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. Elle n'avait pas l'intention de me le dire du tout, n'est-ce pas, ai-je dit. Elle allait juste continuer à mener ses deux vies aussi longtemps que possible. C'est compliqué. Non, ça ne l'est pas. C'est en fait très simple. Elle voulait le beurre et l'argent du beurre. Garder la sécurité d'être mariée avec moi tout en s'amusant avec vous. Ce n'était pas comme ça. Alors comment c'était? Victor a vidé son verre de scotch et a fait signe à la serveuse pour un autre. Elle était piégée dans un mariage qui ne fonctionnait pas. Elle a trouvé quelque chose de réel avec moi, mais elle ne savait pas comment sortir de sa situation sans blesser les gens. Alors à la place, elle a décidé de blesser les gens quand même, mais de manière plus spectaculaire. Elle a fait une erreur. Elle a fait un choix. Plusieurs choix sur une période de plusieurs mois. Ce n'est pas une erreur. C'est un schéma de comportement. La serveuse a apporté à Victor son deuxième verre. Il en a pris une grande gorgée avant de continuer. Je veux l'épouser, a-t-il dit. J'ai eu cette impression quand vous l'avez demandé en mariage cet après-midi. Je veux dire, vraiment l'épouser. Pas un geste symbolique, mais un vrai mariage, une vraie vie ensemble. Alors vous allez devoir attendre que notre divorce soit finalisé. Combien de temps cela prendra-t-il? Ça dépend de sa volonté de coopérer. Et si je pouvais faire en sorte que ça vaille la peine pour vous d'être coopératif? J'ai posé mon verre et je l'ai regardé attentivement. Essayez-vous de me soudoyer. J'essaie de trouver une solution qui fonctionne pour tout le monde. La solution est simple. Elle demande le divorce. Nous partageons nos biens conformément à la loi de l'État et vous deux vivez heureux pour toujours. Ou pas. Je m'en fiche royalement. Et s'il y avait un moyen de rendre l'aspect financier plus favorable pour vous? Continuez. Victor s'est penché en avant, baissant la voix comme s'il partageait des secrets d'État. Je suis prêt à vous dédommager pour les désagréments que cette situation a causés. Me dédommager? Oui. Vous voulez me payer pour divorcer de ma femme afin que vous puissiez l'épouser. Je veux m'assurer que vous n'êtes pas financièrement désavantagé par cette situation. Je l'ai fixé un long moment, essayant de décider s'il était sérieux. De combien parlons-nous? Combien faudrait-il? Vous pensez vraiment que c'est une question d'argent? Tout n'est-il pas une question d'argent? Et voilà. La différence fondamentale entre nous. Victor Crane pensait que tout avait un prix, que chaque problème pouvait être résolu en y jetant suffisamment d'argent. Il pensait probablement que j'étais juste un autre col bleu qui pouvait être acheté avec un chèque assez gros. Il avait tort. Laissez-moi vous dire quelque chose sur l'argent, ai-je dit. J'en ai plein. Mon entreprise de construction vaut environ 2 millions de dollars. Je suis propriétaire de ma maison sans hypothèque. J'ai des comptes de retraite, des portefeuilles d'investissement, et assez d'argent en banque pour durer le reste de ma vie si je fais attention. Victor avait l'air surpris. Élise a dit que vous aviez des difficultés financières. Élise dit beaucoup de choses. La plupart ne sont pas vraies. Vous vous souvenez? Alors que voulez-vous? Je veux que ma femme arrête de me tromper. Mais comme ça ne va pas arriver, je veux un divorce. Et je veux ne plus jamais vous revoir après ce soir. C'est tout. C'est tout. Victor s'est adossé à sa chaise, l'air frustré. Il doit y avoir quelque chose que vous voulez. Tout le monde veut quelque chose. Vous savez ce que je voulais? Je voulais une femme qui ne me tromperait pas.
Je voulais vieillir avec la femme que j'ai épousée. Je voulais que mon fils ait des parents qui se respectent assez pour ne pas s'humilier en public. Mais comme vous ne pouvez pas avoir ces choses. Comme je ne peux pas avoir ces choses, je veux la meilleure chose suivante. Je veux que vous deux sortiez de ma vie aussi rapidement et complètement que possible. Et j'aime? Quoi, j'aime? Élise veut la garde partagée. Élise peut vouloir ce qu'elle veut. J'aime à 16 ans. Il peut choisir où il vit et il a déjà choisi. Elle est sa mère. Elle était sa mère quand elle a décidé de tromper son père. Elle était sa mère quand elle a décidé de se fiancer à un autre homme sans nous le dire à aucun de nous deux. Elle était sa mère quand elle a décidé d'humilier notre famille en public. Vous allez le monter contre elle. Je n'ai pas besoin de le monter contre elle. Elle l'a fait toute seule. Le visage de Victor devenait rouge maintenant. Le scotch et la frustration se combinaient pour le rendre moins prudent avec ses mots. Vous pensez que vous valez tellement mieux qu'elle, a-t-il dit. Mais ce n'est pas le cas. Vous êtes tout aussi égoïste qu'elle. Comment ça? Vous utilisez votre fils comme une arme contre elle. Je protège mon fils d'une mère qui se soucie plus de son propre bonheur que du bien-être émotionnel de son fils. Elle l'aime. Si elle l'aimait, elle aurait géré cette situation différemment. Elle l'aime et elle-même et elle essaie de trouver un moyen de faire en sorte que tout fonctionne. Ça ne fonctionne pas. C'est ça le problème. On ne peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie sans conséquences. Elle a fait son choix quand elle a commencé à coucher avec vous. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences. Victor a terminé son deuxième scotch et a claqué le verre sur la table assez fort pour faire cliqueter les couverts. Vous êtes un imbécile insensible, n'est-ce pas? Je suis un réaliste. Elle mérite mieux que ça. Elle mérite exactement ce qu'elle obtient. Et qu'est-ce que c'est? Un divorce, une bataille pour la garde qu'elle va perdre, et une réputation de femme qui a trompé son mari avec son patron. Fils de pute. Attention, Victor. Vos vraies couleurs commencent à se montrer. Il s'est levé brusquement, jetant un billet de $20 sur la table. Cette conversation est terminée. Elle était terminée avant même de commencer. Vous allez le regretter. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir perdu 1 heure de ma vie à vous écouter essayer de justifier ce que vous avez fait. Victor s'est penché, approchant son visage du mien. Je vais prendre soin d'elle. Je vais lui donner tout ce que vous n'avez jamais pu lui donner. Bonne chance avec ça. Et quand tout cela sera terminé, quand elle sera heureuse et que vous serez seul, souvenez-vous que c'est vous qui avez choisi cela. Je n'ai rien choisi. Elle a fait le choix quand elle a décidé de tromper. Vous avez fait le choix quand vous avez décidé de coucher avec une femme mariée. Je ne fais que gérer les conséquences de vos choix. Victor s'est redressé, son visage tordu de colère. Vous aurez des nouvelles de mon avocat. Votre avocat? Qu'est-ce que votre avocat a à voir avec mon divorce? Élise va avoir besoin d'une représentation légale. Alors elle peut engager son propre avocat avec son propre argent. Je vais m'assurer qu'elle obtient tout ce à quoi elle a droit. Faites donc. Victor s'est tourné et s'est éloigné, titubant légèrement entre les tables. Le scotch l'avait frappé plus fort qu'il ne l'avait réalisé. Ou peut-être que c'était la conversation. Quoi qu'il en soit, j'étais content de le voir partir. J'ai fini mon verre et j'ai laissé un pourboire à la serveuse qui avait dû assister à toute notre conversation gênante. En marchant vers mon camion, j'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. 3 appels manqués d'Élise. Je ne l'ai pas rappelé. Au lieu de cela, je suis rentré chez moi pour retrouver Jem, qui m'attendait avec ses devoirs étalés sur la table de la cuisine et une douzaine de questions sur la façon dont la réunion s'était déroulée. Alors, a-t-il dit dès que je suis entré. C'était comment? À peu près ce à quoi je m'attendais. Tu l'as frappé? Non. Tu avais envie de le frapper? Oui. Jem a souri. Qu'est-ce qu'il a dit? Je me suis assis en face de lui et je lui ai donné la version abrégée. Quand j'ai fini, Jem secouait la tête de dégoût. Il a essayé de te soudoyer. Il a essayé de me soudoyer. Quel salaud. Langage. Désolé. Quel salaud complet et total. J'ai ri malgré tout. C'est mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, on attend que ta mère rentre pour que je puisse lui dire qu'elle doit trouver un autre endroit où vivre.
Elle va péter un câble. Probablement. Je peux regarder? Absolument pas. Mais je souriais en le disant. Et lui aussi. Dehors, j'ai entendu une voiture se garer dans l'allée. Élise, rentrant de je ne sais quoi depuis le désastre au bureau cet après-midi. C'est l'heure du spectacle, a dit Jem. Monte dans ta chambre. Mais papa. Monte dans ta chambre. C'est entre ta mère et moi. Jem a rassemblé ses devoirs à contre-cœur. Si tu as besoin de renfort, crie. J'irai bien. Je sais que toi, tu iras bien, mais elle, non. Gamin intelligent, trop intelligent pour son propre bien. Mais il avait raison sur une chose. Cette conversation allait être moche. Et Élise n'allait certainement pas bien s'en sortir à la fin. J'ai entendu sa clé dans la porte d'entrée et j'ai pris une profonde inspiration. Le deuxième round était sur le point de commencer. Élise est entrée dans la cuisine comme si elle marchait dans un champ de mine, ce qui n'était pas loin de la vérité. Son maquillage était maculé, ses cheveux en désordre, et elle avait l'air d'avoir pleuré pendant des heures. Bien. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit en posant son sac à main sur le comptoir. Non. Il faut que je parle. Toi, tu dois écouter. Elle a tiré une des chaises de la cuisine et s'est assise en face de moi, à la même place où Jem faisait ses devoirs quelques minutes plus tôt. Le contraste ne m'a pas échappé. Mon fils travaillant dur sur son avenir. Ma femme essayant de trouver comment justifier la destruction de notre famille. Comment s'est passée ta réunion avec Victor, a-t-elle demandé. Aussi bien que tu pouvais l'imaginer. Il a essayé de me soudoyer. Les yeux d'Élise se sont écarquillés. Il a fait quoi? Il a offert de me payer pour que je coopère avec le divorce. Apparemment, il pense que je suis une sorte de profiteur qui peut être acheté. Ce n'est pas. Il ne ferait pas ça. Il l'a fait. Ce qui me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur le genre d'homme que tu prévois d'épouser. Élise a mis son visage dans ses mains. C'est un tel gâchis. Oui, c'est un gâchis que tu as créé. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Comment voulais-tu que ça se passe? Avais-tu l'intention de me parler de Victor à un moment donné? Ou allais-tu simplement continuer à mener une double vie indéfiniment? Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. C'est ce que je pensais, ai-je dit. Tu étais parfaitement heureuse de continuer à me mentir aussi longtemps que tu pouvais t'en tirer. Ce n'est pas si simple, Nick. Arrête de dire ça. C'est aussi simple que ça. Tu as fait le choix de me tromper. Tu as fait le choix de me mentir. Tu as fait le choix de te fiancer à un autre homme alors que tu es toujours marié avec moi. C'était toutes des décisions conscientes. J'étais malheureuse. Alors, demande le divorce. Ne trompe pas. Je ne savais pas comment te le dire. Tu aurais pu commencer par la vérité. Élise a levé les yeux vers moi et j'ai vu les larmes recommencer à couler. J'avais peur. Peur de quoi? De te faire du mal? De briser notre famille? De tout recommencer? Alors, à la place, tu as décidé de faire toutes ces choses de la manière la plus humiliante possible. Je suis tombée amoureuse de lui, Nick. Je ne l'ai pas prévu. C'est juste arrivé. Connerie. Elle a tressailli à mon langage, mais je me fichais de ses sensibilités délicates. Tu n'es pas tombé dans son lit par accident, ai-je continué. Tu n'as pas accidentellement commencé à me mentir sur où tu passais ton temps. Tu ne t'es pas accidentellement fiancé à lui cet après-midi. Je sais que tu es en colère. Je ne suis pas en colère, Élise. J'en ai fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai demandé le divorce. Ça veut dire que je t'ai retiré de tous nos comptes joints. Ça veut dire que j'ai annulé les cartes de crédit que tu utilisais pour acheter des cadeaux à ton petit ami. Et ça veut dire que tu dois trouver un autre endroit où vivre. La couleur a quitté son visage. Tu ne peux pas me mettre à la porte de ma propre maison. Ce n'est pas ta maison. C'est ma maison. Je l'ai achetée avant notre mariage. Je paie l'hypothèque et mon nom est le seul sur l'acte de propriété. Mais j'habite ici. J'ai des droits. Tu avais des droits. Tu y as renoncé quand tu as décidé de me tromper. Ce n'est pas comme ça que la loi fonctionne. En fait, si.
J'ai parlé à mon avocat cet après-midi. En cas d'infidélité, le tribunal peut accorder la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'époux innocent. Élise m'a regardé comme si je l'avais giflé. Tu vas vraiment me mettre à la rue. Je ne te fais rien du tout. Tu as fait ton choix. Victor a une maison, non? Va vivre avec lui. Je ne peux pas simplement emménager avec lui. Nous ne sommes pas prêts pour ça. Tu étais prête à te fiancer à lui cet après-midi. C'est différent. En quoi est-ce différent? Se fiancer est symbolique. Vivre ensemble, c'est une grande étape. J'ai ri, et le son était dur. Tu couches avec lui depuis 6 mois, mais vivre avec lui est une grande étape. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Tu veux le beurre et l'argent du beurre. Tu veux l'excitation d'une nouvelle relation sans renoncer à la sécurité d'être marié avec moi. Ce n'est pas vrai. Si tu étais vraiment prête à être avec Victor, tu m'aurais demandé le divorce il y a des mois. Au lieu de ça, tu as essayé de maintenir les deux vies en parallèle. Élise pleurait ouvertement maintenant, mais je ne ressentais rien. Pas de sympathie, pas d'envie de la réconforter, pas d'instinct de la faire se sentir mieux. Après 18 ans de mariage, cela m'a surpris plus que toute autre chose. Où suis-je censé aller, a-t-elle demandé. Ce n'est plus mon problème. Et mes affaires? Prends ce dont tu as besoin ce soir. Je ferai livrer le reste de tes affaires où tu le voudras. Nick, s'il te plaît. Pouvons-nous arranger ça? Pouvons-nous essayer une thérapie ou quelque chose comme ça? Arranger quoi? Le fait que tu m'as trompé? Le fait que tu m'as menti pendant des mois? Le fait que tu t'es fiancé à un autre homme alors que tu es toujours marié avec moi? Les gens font des erreurs. Ce n'était pas une erreur. C'était une trahison calculée qui a duré des mois. Je t'aime toujours. Les mots flottaient dans l'air entre nous comme une présence physique. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Non, tu ne m'aimes pas, ai-je dit finalement. Si. Je t'aime et j'aime Victor. Je sais que ça n'a pas de sens, mais c'est vrai. Si tu m'aimais, tu ne m'aurais pas trompé. Il est possible d'aimer 2 personnes en même temps. Peut-être, mais il n'est pas possible d'être marié à 2 personnes en même temps. Tu as fait ton choix. J'ai choisi Victor parce que je pensais que tu ne voulais plus de moi. Je t'ai apporté des fleurs cet après-midi. J'avais des billets pour Paris dans ma poche. En quoi est-ce ne pas te vouloir? Tu travaillais constamment. Nous ne passions plus de temps ensemble. Nous ne parlions jamais. Je travaille dur pour subvenir aux besoins de notre famille et nous ne parlons jamais parce que tu n'es jamais là. Tu es toujours au bureau ou avec des amis ou en train de faire quelque chose qui ne m'inclut pas. Parce que tu ne veux jamais rien faire. Je t'ai demandé d'aller dîner le week-end dernier. Tu as dit que tu étais trop fatigué. Je t'ai demandé d'aller voir un film le week-end d'avant. Tu as dit que tu avais des plans avec Brianna. Ce n'était pas de vraies invitations. Tu faisais juste semblant. Comment sais-tu ce que je faisais? M'as-tu demandé? As-tu essayé de faire d'autres plans? Ou as-tu simplement supposé que je ne le pensais pas et utilisé ça comme excuse pour passer du temps avec Victor à la place? Élise n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. Tu cherchais des raisons pour justifier ce que tu as fait, ai-je dit. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a que des excuses. Je suis désolé, Nick. Je suis tellement désolé. Je suis sûr que tu le es. Tu es désolé d'avoir été surprise. Tu es désolé que ça se soit passé de manière si publique. Tu es désolé de devoir faire face aux conséquences. Mais tu n'es pas désolé de l'avoir fait. Ce n'est pas vrai. Si tu étais vraiment désolé de l'avoir fait, tu aurais mis fin à ta relation avec Victor et essayé de sauver notre mariage. Au lieu de ça, tu t'es fiancé à lui. J'ai paniqué. Tu as fait un choix. Et j'aime? Vas-tu me laisser voir mon fils? J'aime à 16 ans. Il peut voir qui il veut. Mais tu vas le monter contre moi. Je n'ai pas besoin de le monter contre toi. Il a vu ce que tu as fait aujourd'hui. Il sait quel genre de personne tu es. Je suis toujours sa mère. Oui, tu le es. Et il va devoir vivre avec ça pour le reste de sa vie. Élise s'est levée brusquement, renversant sa chaise.
Tu es un imbécile, Nick Harland. Peut-être, mais je ne suis pas un tricheur. Tu vas le regretter. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir perdu 18 ans de ma vie avec quelqu'un qui pouvait faire ce que tu as fait. Victor avait raison sur toi. Qu'est-ce que Victor a dit sur moi? Il a dit que tu étais froid et égoïste et que je méritais mieux. Victor ne me connaît pas. Et apparemment, toi non plus. Je te connais assez bien pour savoir que tu prends plaisir à ça. Vraiment? Tu penses que je prends plaisir à voir mon mariage s'effondrer? Tu penses que je prends plaisir à voir ma famille détruite? Tu penses que je prends plaisir à être humilié devant tout ton bureau? Je pense que tu prends plaisir à me faire souffrir. C'est toi qui te fais souffrir. Je ne fais que ne pas t'en empêcher. Élise a ramassé son sac à main et s'est dirigée vers les escaliers. Je vais faire une valise. Prends ton temps. Ce n'est pas fini, Nick. Si, ça l'est. Je me battrai contre toi pour tout. La maison, l'entreprise, la garde de Jem. Tout. Fais donc. Elle a commencé à monter les escaliers, puis s'est retournée pour me faire face. Tu étais un homme bien. Je suis toujours un homme bien. Je ne suis juste plus ton homme. Après qu'elle ait disparu à l'étage, je suis resté seul dans ma cuisine, écoutant les bruits de ses mouvements dans notre chambre, les tiroirs qui s'ouvrent et se ferment, les cintres qui raclent contre la tringle du placard, le bruit sourd des objets jetés dans une valise. Les bruits de 18 ans de mariage qui prenaient fin. Mon téléphone a vibré avec un message texte de Jem. C'est fini? J'ai répondu, presque. Tu vas bien? Je vais bien. Tu veux que je descende? Reste dans ta chambre jusqu'à ce qu'elle parte. D'accord. Je t'aime, papa. 20 minutes plus tard, Élise est redescendue avec 2 valises et une housse à vêtements. Elle avait mis un jean et un pull, et elle avait arrangé son maquillage. On aurait dit qu'elle partait en voyage d'affaires, pas qu'elle quittait son mari. Je vais rester au Marriott du centre-ville pour quelques jours, a-t-elle dit. Jusqu'à ce que je trouve quelque chose de plus permanent. D'accord. Je veux voir Jem avant de partir. Il fait ses devoirs. Je veux voir mon fils, Nick. J'ai appelé vers l'étage. Jem, ta mère veut te dire au revoir. Quelques instants plus tard, Jem est apparu en haut des escaliers. Il a regardé Élise avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Salut, maman. Salut, mon chéri. Je vais rester à l'hôtel pendant un petit moment, mais je t'appellerai demain. D'accord. Je t'aime. Je t'aime aussi, maman. Mais il n'est pas descendu, et il n'a pas demandé quand il la reverrait. Élise m'a regardé une dernière fois. Ce n'est pas comme ça que je voulais que les choses se terminent. Alors tu n'aurais pas dû les commencer. Elle a pris ses sacs et s'est dirigée vers la porte d'entrée. Je n'ai pas proposé de l'aider à porter quoi que ce soit. À la porte, elle s'est retournée une dernière fois. Quand tu te sentiras seul, quand tu réaliseras ce que tu as perdu, ne viens pas me chercher. Je serai avec quelqu'un qui m'apprécie. Je n'en doute pas, la porte s'est refermée derrière elle avec un clic doux. Et puis elle était partie. Jem est descendu quelques minutes plus tard et m'a trouvé toujours assis à la table de la cuisine. Comment tu te sens? A-t-il demandé. Fatigué, mais soulagé. J'y ai réfléchi un instant. Ouais, soulagé. Moi aussi. Ça te va tout ça? Que ta mère parte? Jem s'est assis en face de moi sur la chaise qu'Élise avait quittée. Papa, je peux te dire quelque chose? Toujours. J'attendais que ça arrive depuis longtemps. Comment ça? Je veux dire, je voyais bien que vous n'étiez pas heureux. Je voyais que maman était différente, distraite, comme si elle pensait à autre chose tout le temps. Pourquoi n'as-tu rien dit? Qu'est-ce que j'étais censé dire? Eh, papa, je crois que maman te trompe. Je n'en étais pas sûr, et j'espérais me tromper. Mais tu n'as pas été surpris quand c'est arrivé. Non, je n'ai pas été surpris. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant quelques minutes, tous deux en train de digérer les événements de la journée. Papa. Ouais. Tu vas t'en sortir? Je vais m'en sortir. Nous deux. Promis. Promis. Et pour la première fois depuis que j'étais entré dans le bureau d'Élise cet après-midi,
je le pensais vraiment. 3 semaines plus tard, j'étais assis dans le bureau de mon avocat, examinant les papiers du divorce qui mettraient officiellement fin à mon mariage avec Elise Harland. Mike Rodriguez avait fait du bon travail. L'accord était juste, ce qui signifiait qu'Elise allait le détester. Elle ne va pas signer ça, a dit Mike, faisant glisser les documents sur son bureau vers moi. Pourquoi pas? Parce qu'elle n'obtient pas la moitié de tout. L'infidélité change considérablement les choses. À quel point? Elle garde sa voiture, ses effets personnels et son compte de retraite. C'est tout. Et la pension alimentaire? Vu les circonstances, je ne pense pas qu'elle en obtiendra. Elle travaillait à temps plein à la fin du mariage. Elle est capable de subvenir à ses propres besoins, et c'est elle qui a commis l'infidélité. Et la maison? À vous. C'était votre bien propre avant le mariage, et vous avez payé l'hypothèque seule. L'entreprise. Également à vous. Elle n'a eu aucune implication dans les opérations quotidiennes. Et encore une fois, le facteur de l'infidélité joue en votre faveur. J'ai signé mon nom sur les lignes appropriées et j'ai rendu les papiers à Mike. Quand est-ce qu'elle sera notifiée? Demain matin. À son bureau. Ça devrait être intéressant. Mike a souri. J'ai pensé que vous apprécieriez la justice poétique. Mon téléphone a sonné alors que je quittais le bureau de Mike. Victor Crane. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Que voulez-vous, Victor? Il faut qu'on parle. On a déjà parlé. Je n'ai pas été impressionné. C'est différent. C'est à propos de l'accord de divorce. Quoi, à ce sujet? Elise se fait avoir et vous le savez. Elise s'est mise dans le pétrin toute seule quand elle a décidé de me tromper. Elle mérite la moitié de tout ce que vous avez construit ensemble. Elle mérite ce que la loi dit qu'elle mérite, c'est-à-dire pas grand-chose. Je ne vais pas vous laisser la détruire financièrement. Vous n'allez pas me laisser faire? Qui diable pensez-vous être? L'homme qu'il aime. Vous êtes l'homme qui l'a aidé à détruire son mariage. Il y a une différence. Retrouvons-nous ce soir. Même endroit qu'avant. Pourquoi ferais-je ça? Parce que j'ai quelque chose que vous voulez. J'en doute. Des informations sur votre femme que vous ne connaissez pas, ex-femme. Et je me fiche des informations que vous avez. Vous vous en soucierez quand vous les entendrez. Victor, je vais le dire une dernière fois. Restez en dehors de mon divorce. Restez loin de moi. Et si vous me menacez encore une fois, vous le regretterez. Est-ce une menace? C'est une promesse. J'ai raccroché et je suis rentré chez moi où Jem m'attendait avec ses propres nouvelles. Maman a appelé, a-t-il dit dès que je suis entré. Que voulait-elle? Elle veut que je dîne avec elle et Victor demain soir. Tu veux y aller? Jem a fait une grimace. Pas vraiment, mais je suppose que je devrais, non? C'est toujours ma mère. Tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit que tu ne veux pas faire. Je sais, mais si je n'y vais pas, elle continuera d'appeler. Alors vas-y. Mais si tu es mal à l'aise à un moment donné, appelle-moi et je viendrai te chercher. Merci, papa. Le lendemain matin, j'étais dans mon bureau à l'entreprise de construction quand ma secrétaire m'a appelé. Nick, il y a une femme qui veut vous voir. Elle dit s'appeler Brianna Chen. Brianna Chen, une des collègues d'Elise du désastre au bureau il y a 3 semaines. Que pouvait-elle bien vouloir? Faites-la entrer. Brianna avait l'air nerveuse en entrant dans mon bureau. Elle était habillée en tenue de ville et tripotait nerveusement la sangle de son sac à main. Monsieur Harland, merci de me recevoir. Que puis-je faire pour vous, Brianna? Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé au bureau. La façon dont tout le monde a agi, ce n'était pas bien. Vous n'avez pas à vous excuser. Ce n'est pas vous qui vous êtes fiancé à un autre homme en étant encore marié. Non, mais j'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû vous prévenir. Me prévenir de quoi? Brianna s'est assise sur la chaise en face de mon bureau et a pris une profonde inspiration. À propos d'Elise et Victor. Tout le monde au bureau était au courant de leur relation. Nous savions tous qu'elle était mariée et nous savions tout ce qu'ils faisaient. Depuis combien de temps tout le monde le savait? Des mois. Il n'était pas exactement discret. Et personne n'a pensé à m'en parler. Ce n'était pas notre place. Du moins,
C'est ce que nous nous disions. Mais maintenant, vous êtes là. Maintenant, je suis là parce que je me sens coupable. Et parce que je pense que vous devriez connaître la vérité sur ce qui se passait. Quelle vérité? Brianna a fouillé dans son sac à main et en a sorti une enveloppe Kraft. Victor m'a demandé de vous donner ça. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Il a dit que c'était des informations que vous deviez avoir. J'ai pris l'enveloppe mais ne l'ai pas ouverte. Pourquoi ne me l'a-t-il pas donnée lui-même? Parce que c'est un lâche et parce qu'il sait que vous le détestez. Homme intelligent. Brianna s'est levée pour partir, puis s'est retournée pour me faire face. Monsieur Harland, pour ce que ça vaut, je pense qu'Élise a fait une énorme erreur. Vous semblez être un homme bien. Merci. Après son départ, j'ai fixé l'enveloppe pendant un long moment avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient des photocopies de messages textés de ce qui ressemblait à des relevés de cartes de crédit. Tous impliquaient Élise, mais pas seulement avec Victor. Les emails provenaient de 3 hommes différents, tous de nature romantique. Les messages textes étaient explicites. Les relevés de cartes de crédit montraient des frais dans des hôtels, des restaurants et des bijouteries remontant à 2 ans. 2 ans. Mes mains tremblaient en lisant les documents. Élise ne m'avait pas seulement trompé avec Victor. Elle m'avait trompé avec plusieurs hommes pendant des années, et j'avais été trop stupide ou trop confiant pour le remarquer. Mon téléphone a sonné. Victor, encore. Cette fois, j'ai répondu à la première sonnerie. Fils de pute. Je suppose que vous avez reçu mon colis. Depuis combien de temps êtes-vous au courant de ça? J'ai découvert les autres après que nous ayons commencé à sortir ensemble. Elle m'a dit qu'elle avait eu quelques liaisons, mais que j'étais différent. Et vous l'avez cru? Je voulais la croire. Mais maintenant, vous ne la croyez plus. Maintenant, je sais qu'elle nous a menti à tous les deux. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Alors pourquoi me montrez-vous ça? Parce qu'elle nous a monté l'un contre l'autre et j'en ai marre. Que voulez-vous dire? Elle vous disait qu'elle m'aimait et voulait être avec moi. Elle me disait qu'elle vous aimait et se sentait coupable de vous quitter. Elle nous disait à tous les deux ce qu'elle pensait que nous voulions entendre. Alors, que voulez-vous de moi? Je veux faire un marché. Quel genre de marché? Je témoignerai en votre faveur dans la procédure de divorce. Je fournirai des preuves de son infidélité, de ses mensonges, de tout. En échange, vous me donnerez des copies de toutes les preuves que vous avez contre elle. Pourquoi feriez-vous ça? Parce que je ne veux pas épouser une femme qui m'a menti depuis le premier jour. Vous rompez avec elle? Je l'ai déjà fait. Ce matin. Je me suis adossé à ma chaise, essayant de digérer cette information. Elle a dû bien le prendre. Elle a menacé de me poursuivre pour rupture de promesse de mariage. Peut-elle faire ça? Probablement pas, mais elle peut me rendre la vie misérable pendant un certain temps. Alors, vous voulez lui rendre la vie misérable en premier? Je veux m'assurer qu'elle ne nous détruise ni l'un ni l'autre. J'ai regardé les documents étalés sur mon bureau. Des preuves d'années de trahison, d'années de mensonges, d'années où j'ai été pris pour un imbécile. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Ne réfléchissez pas trop longtemps. Elle parle déjà à des avocats pour nous poursuivre tous les deux. Pourquoi? Vous, pour détresse émotionnelle. Moi, pour rupture de promesse et coercition sexuelle. Coercition sexuelle? Elle prétend que je l'ai forcée à avoir une relation en menaçant son emploi. L'avez-vous fait? Bien sûr que non. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas porter l'accusation. Après que Victor ait raccroché, je suis resté assis dans mon bureau pendant un long moment, fixant les preuves de la trahison de ma femme. Plusieurs liaisons, des années de mensonges, et maintenant elle prévoyait de nous poursuivre tous les deux pour le privilège d'avoir été trompés par elle. J'ai appelé Mike Rodriguez. Mike, c'est Nick. Il faut qu'on se voie ce soir. Qu'est-ce qui ne va pas? Je viens de découvrir que l'infidélité de ma femme était beaucoup plus étendue que nous le pensions. À quel point? Plusieurs partenaires sur plusieurs années. Mike a sifflé doucement. Ça change les choses. Combien? Avec ce genre de preuves, elle pourrait ne rien obtenir du tout. Bien. Nick, ça va. Ce soir-là, Jem est rentré de son dîner avec Élise et Victor,
l'air sous le choc. Comment ça s'est passé, ai-je demandé. Bizarre. Vraiment bizarre. Que s'est-il passé? Eh bien, tout d'abord, maman et Victor se parlaient à peine. Ils n'arrêtaient pas de faire des commentaires passifs-agressifs et la tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Ont-ils dit pourquoi ils se disputaient? Pas directement. Mais Victor a fait un commentaire sur le fait que maman n'était pas honnête avec lui. Et maman a dit quelque chose sur le fait que Victor n'était pas l'homme qu'elle pensait qu'il était. Autre chose? Maman a passé la majeure partie du dîner à essayer de me convaincre que tu étais déraisonnable concernant l'accord de divorce. Elle a dit que tu essayais de la laisser sans rien. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'elle aurait peut-être dû y penser avant de te tromper. Comment a-t-elle réagi à ça? Elle s'est mise à pleurer. Puis Victor s'est fâché contre moi pour l'avoir fait pleurer. Puis je me suis fâché contre Victor pour m'avoir crié dessus. C'était un désastre. Je suis désolé que tu aies eu à vivre ça. C'est pas grave. Mais papa. Ouais. Je ne veux plus dîner avec eux. Tu n'es pas obligé. Maman va être contrariée. Laisse-moi m'occuper de ta mère. Le lendemain matin, j'ai rencontré Mike Rodriguez et je lui ai montré les preuves que Victor avait fournies. Les yeux de Mike s'écarquillaient à chaque document qu'il examinait. Bon sang, Nick. Elle n'a pas chômé. Comment est-ce que ça affecte le divorce? Elle n'obtient rien. Ni la maison, ni la pension alimentaire, ni une part de votre entreprise, rien. Et la garde? Avec ce genre de preuve d'indignité morale, vous obtiendrez la garde exclusive si vous la voulez. Je la veux. Considérez que c'est fait. 2 heures plus tard, Élise m'a appelé en hurlant. Imbécile. Tu m'as fait notifier au travail encore une fois. Ça semblait approprié. Tout le monde a vu les papiers. Tout le monde sait de quoi tu m'accuses. Tout le monde savait déjà ce que tu as fait. Les papiers n'ont fait que le rendre officiel. Tu essaies de me détruire. J'essaie de divorcer. L'accord que tu proposes est insultant. L'accord que je propose est généreux compte tenu des circonstances. Je ne signe rien. Alors nous irons au tribunal et un juge décidera. Avec les preuves que j'ai, je ne pense pas que tu aimeras le résultat. Quelle preuve? Tout, Élise. Tout. La ligne est devenue silencieuse un moment. Je ne sais pas ce que tu crois avoir. J'ai des emails, des messages textes, des relevés de cartes de crédit, des reçus d'hôtel et des témoignages. J'ai des preuves de plusieurs liaisons sur plusieurs années. J'ai des preuves que tu as utilisé les fonds matrimoniaux pour financer tes liaisons, et j'ai un fils de 16 ans qui est prêt à témoigner sur la façon dont ton comportement l'a affecté. Tu n'utiliserais pas j'aime contre moi. Je n'aurais pas à le faire. Il s'est porté volontaire. Un autre long silence. C'est Victor qui t'a donné ces informations, n'est-ce pas? Est-ce que ça a de l'importance d'où ça vient? Ce fils de pute. J'aurais dû savoir qu'il se retournerait contre moi. Peut-être que tu aurais dû être plus prudente avec les personnes en qui tu avais confiance. Ce n'est pas fini, Nick. Si, ça l'est. Et cette fois, je le pensais vraiment. 3 jours plus tard, Élise a signé les papiers du divorce. Elle a eu sa voiture, ses vêtements et ses effets personnels. Tout le reste m'est resté. Le mariage qui avait duré 18 ans était officiellement terminé. J'aime et moi avons célébré avec une pizza et un film. Juste nous deux dans notre maison, enfin libérés des mensonges et du drame qui avait consumé nos vies pendant des mois. Comment tu te sens, a demandé J'aime alors que le générique de fin défilait. Libre, ai-je dit. Et toi? Pareil. Des regrets? Justin. Lequel? J'aurais aimé découvrir ce que maman faisait plus tôt. J'aurais peut-être pu t'épargner de la peine. Tu n'aurais rien pu m'épargner. C'était entre ta mère et moi. Mais si j'avais dit quelque chose, alors je l'aurais découvert plus tôt. Mais le résultat final aurait été le même. Ta mère a fait ses choix et maintenant elle vit avec les conséquences. Tu penses qu'elle est désolée? Je pense qu'elle est désolée de s'être fait prendre. Ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant un moment. Tous deux en train de digérer la fin d'une ère. Papa. Ouais. Je suis fier de toi. Pourquoi?
Pour ne pas l'avoir laissé s'en tirer. Pour t'être défendu. Pour nous avoir protégés. Je n'ai rien fait de spécial, j'aime. J'ai juste fait ce que je devais faire. C'est ce qui l'a rendu spécial. 6 mois plus tard, j'ai appris par des bruits de couloir qu'Élise avait déménagé dans une autre ville et avait pris un emploi dans une autre entreprise. Victor avait également quitté la ville, apparemment pour éviter les retombées de leur rupture très publique. Je me fichais de savoir où ils allaient ou ce qu'ils faisaient de leur vie. Il n'était plus mon problème. J'aime et moi nous en sortions bien seuls. Mieux que bien, en fait. Sans la tension et le drame constant d'un mariage en échec, notre maison semblait paisible pour la première fois depuis des années. J'avais recommencé à fréquenter quelqu'un. Rien de sérieux, juste des dîners et des films avec une femme sympathique que j'avais rencontrée lors d'une conférence de l'industrie de la construction. J'aime l'approuvait, ce qui était important pour moi. La vie n'était pas parfaite, mais elle était honnête. Et après des années à vivre avec des mensonges, l'honnêteté semblait un luxe que j'avais oublié que je pouvais me permettre. Un soir, alors que j'aime et moi finissions de dîner, il a levé les yeux de ses devoirs et a dit « Papa, est-ce qu'elle te manque parfois ?»« Ta mère ?»« Ouais. » J'y ai réfléchi un moment. La femme que je pensais avoir épousée me manque, mais cette femme n'a jamais vraiment existé. C'est triste. Peut-être, mais c'est aussi libérateur. Comment ça? Parce que maintenant, je connais la vérité. Et la vérité, même quand elle est douloureuse, est toujours meilleure qu'un mensonge. J'aime à hocher la tête pensivement. Je crois que je comprends. Bien, parce que c'est la leçon la plus importante que je puisse t'apprendre. Dis toujours la vérité, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Je le ferai, papa. Je sais que tu le feras. Et je le savais. Parce que malgré tout ce qui s'était passé, malgré toute la douleur, la trahison et les mensonges, quelque chose de bien en était ressorti. J'avais élevé un fils qui comprenait la valeur de l'honnêteté. Un fils qui ne ferait jamais subir à quelqu'un qu'il aime ce que sa mère m'avait fait subir. Cela valait quelque chose. Cela valait tout.